Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez particulier, une lettre ouverte. Le titre, c'est «Doléances du citoyen en exil, Michel Natchou au prof Maurice Kamto». Donc ce n'est pas un article de presse, hein, ni une étude. C'est vraiment un appel très personnel, presque un cri. Celui d'un citoyen qui vit loin de son pays, le Cameroun, et qui s'adresse à une de ses figures politiques et intellectuelles les plus importantes. Notre mission, ici, c'est de décortiquer cet appel. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à prendre la plume comme ça, publiquement? Quels sont les arguments, les reproches, et puis aussi les espoirs qui se cachent derrière ces mots? On va essayer de comprendre cette relation euh, complexe que le texte dessine entre le peuple, l'intellectuel et le pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que le texte, il nous plonge directement dedans. Il ne prend pas de gants, comme on dit. Dès les toutes premières lignes, l'auteur, Michel Ngachou, il pose quelque chose de très fort. Pour lui, le silence du professeur Kamto, dans le contexte actuel, ce serait une erreur grave. Tout son raisonnement va s'articuler autour de ça. L'idée que le silence n'est tout simplement pas une option. Justement. Allons-y, le texte commence avec cette phrase choc. Le prof Maurice Kamto ne doit pas se taire. Mais il va beaucoup, beaucoup plus loin. Il parle d'un silence qui serait un assassinat moral. Le mot est choquant. Il est incroyablement violent. On ne parle plus d'une simple erreur stratégique là. C'est une faute morale, d'une gravité extrême. Ce n'est pas un peu excessif comme terme? C'est une excellente question. Excessif, oui, peut-être, si on le prend vraiment au premier degré. Mais je pense que l'auteur choisit ce mot à dessein pour marquer les esprits, pour souligner l'enjeu qui est, selon lui, existentiel. Ce qu'il veut dire par assassinat moral, c'est que le silence, dans un contexte qu'il qualifie de dynamique tyrannique, ce n'est pas une page blanche, ce n'est pas neutre. Se taire, c'est activement laisser un espace vide. Et cet espace, l'oppression s'empresse de le remplir. D'accord, donc le silence devient une action, par omission. C'est une prise de position, en creux. Précisément. Et l'auteur insiste sur un point qui est, je pense, crucial. Il dit «Le peuple le regarde et l'écoute toujours». Cette phrase, elle change toute la perspective. Ça veut dire que Kamto est sur une scène, qu'il le veuille ou non. Chacun de ses mots compte, mais chacun de ses silences est aussi interprété. Son silence pourrait être vu comme un signe de découragement, Ou de résignation. voire une validation implicite de la situation. Je vois. Donc pour l'auteur, ne pas utiliser cette voie, cette plateforme, c'est laisser mourir une partie de l'espoir collectif. C'est en ce sens qu'il parle d'un assassinat de la morale, ou du moral du peuple. C'est la responsabilité de celui qui est écouté. Ne pas parler quand on a l'oreille du peuple, c'est presque une trahison de cette confiance. Ça place la barre très très haut. On sort complètement du calcul politique là, pour entrer dans une dimension de devoir quasi sacré. On est en plein dans le registre du devoir historique. Et c'est là que le texte devient vraiment puissant. Pour justifier cette urgence à parler, l'auteur ne se contente pas d'interpeller. Il pose un diagnostic très sombre sur l'état de la société camerounaise. Et c'est ce diagnostic qui explique pourquoi la parole de Camto est si vitale, selon lui. Oui, il dit qu'il y a un manque cruel d'éducation civique et même juridique. C'est ça le cœur de son analyse, n'est-ce pas? Le problème n'est pas seulement au sommet, à la tête de l'État, il est à la base, au sein même du peuple. C'est ça. Mais attention, il y a une nuance qui est fondamentale. Il ne dit pas simplement les gens sont ignorants. Il écrit, et je cite, parce que c'est une véritable accusation, on lui refuse la connaissance de ses droits. On l'entretient dans l'ignorance pour mieux le dominer. Ce n'est donc pas une ignorance accidentelle, c'est une ignorance qui est fabriquée, entretenue. C'est une stratégie de pouvoir. Ah oui, la différence est énorme. Ce n'est plus une fatalité, c'est une arme. L'ignorance comme outil de domination. Et si l'ignorance est l'arme du pouvoir? Alors, la connaissance devient l'arme de la libération. C'est la conclusion logique. Et c'est là qu'on comprend pourquoi le silence de l'intellectuel est si grave pour l'auteur. Si le pouvoir organise l'obscurité et que celui qui porte la lumière refuse de l'allumer, il devient, peut-être malgré lui, complice de cette obscurité. Son silence n'est plus une simple non-assistance à personne en danger, c'est une participation passive au système de domination. Ce qui nous amène directement à la figure de Maurice Comteau. Pourquoi lui, d'ailleurs? Est-ce qu'il est le seul à pouvoir remplir ce rôle ou est-ce qu'il est une sorte de symbole pour toute une classe d'intellectuels qui, eux aussi, seraient silencieux? Je pense qu'il est un peu les deux à la fois. Un symbole, oui, mais il est aussi ciblé pour ce qu'il est lui spécifiquement. Le texte le décrit avec des termes très forts.
l'érudit, celui dont le savoir est forgé par ce droit, l'histoire et l'expérience de l'État. Et puis il y a ce surnom qui est à la fois respectueux et presque affectueux, le pape du droit. Ce n'est pas anodin ça. Un pape, c'est une autorité morale suprême. C'est celui dont la parole fait loi, au sens figuré bien sûr. Donc on s'adresse à lui parce qu'il incarne cette arme de la connaissance juridique à son plus haut niveau. Exactement. Et l'auteur prend bien soin de cadrer ce que doit être ce savoir. Il écrit une phrase que je trouve absolument centrale. Il dit que ce savoir n'est pas un luxe personnel. C'est un point capital. Il ne s'agit pas d'une collection de diplômes ou de culture générale pour brillante société. Non. Gatchou le définit comme une arme pacifique qui doit servir le peuple. L'appel est donc très clair. Il faut sortir le droit des amphithéâtres, des prétoires, pour le mettre dans les mains des citoyens, quoi. Transformer le savoir académique en outil d'émancipation, c'est une belle idée. Mais concrètement, comment on fait? Parce qu'on ne demande pas juste à Camto de faire un discours de temps en temps. Le texte est bien plus précis que ça. Oui, on passe de l'injonction morale à un véritable mode d'emploi. L'auteur demande des sorties fréquentes, pédagogiques et un peu plus constantes. Le rythme est important, ce n'est pas un grand oral tous les 6 mois, c'est une présence régulière, un accompagnement. La mission, c'est d'expliquer les lois, de décortiquer la Constitution, d'éclayer les mécanismes de l'injustice. C'est un travail de traduction, de vulgarisation au sens le plus noble du terme. Rendre le complexe accessible. Et il y a cette phrase qui résulte tout, je trouve. Il ne s'agit plus seulement de dénoncer, mais de former politiquement le peuple. On bascule de la posture de l'opposant classique qui critique le pouvoir Oui, à celle du bâtisseur qui éduque le citoyen. C'est une redéfinition totale du rôle. c'est un changement de paradigme. L'opposant dénonce ce qui ne va pas. L'éducateur construit ce qui pourrait aller. C'est une vision à beaucoup plus long terme. C'est une vision magnifique, c'est vrai, presque utopique. Mais est-ce que c'est réaliste? Un homme politique dont le but est quand même souvent la conquête du pouvoir, peut-il vraiment se transformer en instituteur national? Est-ce qu'on ne lui demande pas d'abandonner le jeu politique pour ouvrir une école à ciel ouvert? L'auteur anticipe cette objection. Il précise bien que Camto est libre de viser le siège présidentiel. Il ne lui demande pas de renoncer à ses ambitions. Mais il suggère que le chemin le plus sûr vers un changement durable, et peut-être même vers le pouvoir, ce n'est pas la dénonciation frontale, c'est la construction d'une nouvelle conscience citoyenne. L'objectif ultime, le texte le dit noir sur blanc, c'est de faire naître un citoyen nouveau. Un citoyen nouveau, c'est une charge immense à placer sur les épaules d'un seul homme. C'est presque surhumain comme attente. Comment il le décrit, ce citoyen? Il est décrit comme conscient, instruit, capable de comprendre les textes juridiques et de défendre ses droits. En fait, l'idée derrière, c'est que si chaque citoyen possède les outils intellectuels pour comprendre et se défendre, eh bien le système tyrannique ne peut plus fonctionner. Il s'effondre de lui-même parce qu'il repose sur l'ignorance et la passivité. L'auteur va même jusqu'à dire que ce serait ça le véritable héritage. Il dit ce sera la signature Maurice Kamto, le bâtisseur d'un nouveau type de citoyen. C'est vertigineux. On lui propose de marquer l'histoire non pas comme un président de plus, mais comme le père d'une citoyenneté éclairée. Vu comme ça, l'ambition est encore plus grande que la présidence. C'est un projet de société. Alors, pour boucler la boucle, le texte se termine sur des phrases très fortes, qui sonnent comme des proverbes politiques. Oui, des maximes qui résument toute la démonstration. D'un côté, le silence face à la dictature renforce la dictature. Ça, c'est l'alerte, le danger. Et de l'autre, en miroir, un peuple ignorant est un peuple soumis. Ça, c'est le diagnostic. Pour l'auteur, ces deux phrases, ce sont les deux piliers qui soutiennent le régime qu'il dénonce. Le silence de ceux qui savent en haut et l'ignorance de ceux qui subissent en bas. Et c'est en brisant ces deux piliers que tout peut changer. Et on sent l'urgence. L'appel final est sans équivoque, hein. Le peuple a besoin de sa voix maintenant. Le maintenant avec un point d'exclamation, ça sonne vraiment comme un dernier appel avant qu'il ne soit trop tard. Il invoque l'histoire, la période décisive. C'est un cri, oui, mais ce qui est très touchant et qui donne une grande force au texte, je trouve, c'est la toute fin, ce petit post-scriptum où l'auteur dit « Ne me tenez pas rigueur, je peux me tromper ». Après avoir été si direct, si prescriptif, presque professoral, il redevient un simple citoyen. Il admet la possibilité de l'erreur, il montre une forme d'humilité. Et paradoxalement, ça rend son propos encore plus crédible. Ce n'est pas un ordre, c'est une doléance, une supplique. C'est la voix d'un citoyen qui s'inquiète et qui propose une voie, tout en sachant qu'il n'a pas la science infuse. C'est vrai, ça humanise complètement le propos. Si on devait faire une synthèse alors,
On a cet appel vibrant d'un citoyen à une figure intellectuelle pour qu'elle prenne la parole, en arguant que son silence est une complicité de fait. Ensuite, il y a cette thèse très forte selon laquelle l'ignorance est une construction politique et que l'éducation civique est donc la principale arme de libération. Et enfin, cette proposition assez radicale de réorienter l'action politique. Moins de dénonciation, plus de formation. Le but n'est plus seulement de prendre le pouvoir, mais de forger un citoyen nouveau qui rendrait la tyrannie impossible. C'est une vision à très long terme. Tout à fait. Et en y réfléchissant, ce texte soulève une question qui dépasse largement le cas du Cameroun ou la figure de Maurice Kamto. C'est une question qui se pose dans beaucoup de sociétés aujourd'hui, à l'heure de la désinformation, de la complexité croissante des lois, des institutions. Laquelle? Quelle est la responsabilité première de ceux qui savent, des intellectuels, des juristes, des experts? Face à une injustice ou un dysfonctionnement, est-ce que leur devoir est de monter au front pour dénoncer et tenter de prendre le pouvoir pour changer les choses par le haut? Ou bien, comme le suggère cet appel poignant, est-ce que leur mission la plus fondamentale, la plus durable, n'est pas plutôt d'enseigner, de partager leurs outils et d'armer intellectuellement les citoyens pour qu'ils deviennent eux-mêmes les acteurs de leur propre changement? En d'autres termes, faut-il donner un poisson au peuple ou lui apprendre à pêcher? La question reste entière.